Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier à Paris, des centaines de boulangers aux abois venus des 4 coins du pays sont descendus dans la rue pour manifester leur détresse face à l'explosion de leurs factures d'énergie. Ils demandaient au gouvernement de leur accorder davantage d'aide financière. Hier, des artisans boulangers de toute la France, pris à la gorge par leurs factures d'énergie, se sont mobilisés à Paris. Donc ils font des factures d'électricité x4, x5 à l'heure actuelle. Donc on est passé de 1 200 € de facture d'électricité à 5 000 € par mois. Donc voilà, à l'heure actuelle, ça devient très critique pour l'ensemble des boulangers de France et autres commerces. Donc nous avons besoin d'aide et besoin d'être soutenus par rapport à tout ça. Début janvier, le ministre des Finances Bruno Le Maire avait exhorté les fournisseurs d'électricité à faire davantage pour aider les petites et moyennes entreprises à faire face à la hausse des coûts de l'électricité. Il avait annoncé que les contrats d'électricité des boulangeries pourraient être examinés au cas par cas en fonction de la situation de chaque boulanger. Mais selon Manuela Collier, boulangère, les mesures annoncées ne sont pas suffisantes. On peut monter la baguette. Nous, on était à 1 €, on est passé à 1,10 €. Mais il y a d'autres artisans qui sont à 1,40 €, 1,50 €, voire plus. Mais à un moment donné, les gens n'achèteront plus. Quand on va en grande surface, on voit le prix de la baguette à 29 centimes. Ça donne pas, c'est pas le meilleur pain, mais les gens vont moins cher, quoi, à cause du coût de la vie d'aujourd'hui. On est passé par un licenciement d'une personne, d'un boulanger, donc on réduit le personnel. Un départ de personnel n'est plus remplacé, donc à l'heure actuelle, c'est les patrons et donc, qui prennent le relais et qui vont travailler 2 fois plus pour justement faire tourner leur boutique pour pouvoir payer l'ensemble des choses. Je me sens menacée, je me donne a priori 2 mois, 3 mois, si on ne nous vient pas en aide. C'est compliqué. Et quand on voit toutes les heures de travail qu'on donne, qu'on met notre vie de famille de côté, on n'a plus de sortie, rien du tout. Pour arriver à ça, oui, ça fait mal. Ça fait mal. Sans une vive réaction de la part du gouvernement, c'est l'identité même de la France qui est menacée. Alors qu'il y a 2 mois à peine, la baguette de pain faisait son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Parce que c'est inimitable, la baguette française. Et à l'occasion du 60e anniversaire du traité de l'Élysée, la France et l'Allemagne se sont engagées lors d'un conseil des ministres de leur pays à agir pour renforcer l'Union européenne et à accroître leurs efforts en accord avec leurs partenaires pour que l'Europe soit prête à faire face à l'avenir. Dans le prolongement de la déclaration de Versailles de mars 2022, les 2 pays se sont engagés à surmonter les divisions qui ont entravé leurs relations dans l'objectif de faire naître une Union européenne plus résiliente, plus durable et plus apte à agir de manière indépendante. Dans le souci de relancer et de renforcer leurs relations, Olaf Scholz et Emmanuel Macron se sont retrouvés ce dimanche 22 janvier à l'occasion d'un sommet. L'objectif était celui de surmonter les divisions qui ont entravé la relation bilatérale la plus étroite d'Europe depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, en mettant de côté le règlement des questions les plus délicates. Les 2 gouvernements ont célébré le 60e anniversaire du traité d'amitié signé par le français Charles de Gaulle et l'allemand Konrad Adenauer, un événement qui aurait dû avoir lieu en octobre, mais qui a été reporté en raison de divergences sur des questions allant de la politique énergétique au marché public de la défense. La France et l'Allemagne ont signé une déclaration commune indiquant qu'ils prévoyaient de faire avancer les initiatives conjointes liées à un char de combat principal, aux programmes spatiaux, ainsi qu'au développement de la production d'hydrogène et des technologies de batterie. Notre objectif est le même, c'est bien celui d'une Europe plus souveraine, plus unie, plus solidaire, maîtrisant pleinement son destin. Macron a déclaré que les 2 pays s'accordaient sur la nécessité pour l'Union européenne de trouver des fonds pour réaliser des investissements verts dans le secteur industriel en réponse aux subventions américaines en faveur de l'énergie verte dans le cadre de la loi de Washington sur la réduction de l'inflation. De façon vague, les 2 pays ont évoqué un éventuel travail sur une refonte du marché de l'électricité de l'Union européenne, la France invoquant des progrès urgents à inscrire dans le contexte de son vaste projet d'énergie nucléaire. Berlin, plus sceptique pour sa part, ne souhaite pas se précipiter. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, M. Macron a ouvert la porte à une participation de la France au projet de mise en commun des capacités de défense aérienne entre l'Allemagne et plus d'une douzaine d'autres pays européens.
Les deux pays se sont engagés à aider l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire et à soutenir les efforts visant à poursuivre les criminels de guerre. Macron a déclaré que l'envoi de chars Leclerc n'était pas exclu, mais que celui-ci ne devrait pas aggraver la situation sur place, ni mettre en danger la sécurité de la France. Notre détermination restera totale à aider les Ukrainiennes et les Ukrainiens dans leur combat. Et quand il faudra reconstruire l'Ukraine, nous serons là en Européens. Paris et Berlin ont en outre rapproché leurs positions sur des sujets comme l'hydrogène et la politique industrielle. Emmanuel Macron a l'espoir que les deux pays bâtiront ensemble un nouveau modèle énergétique et une stratégie industrielle européenne ambitieuse. Ces deux sujets ont été inscrits dans la déclaration conjointe. Et au Royaume-Uni, des milliers d'ambulanciers ont manifesté lundi pour leur situation salariale. Il s'agit de la 3e grève en 5 semaines et d'autres actions sont prévues. Le ministre britannique de la Santé, Steve Barclay, a déclaré que ces grèves étaient profondément décevantes. Près de 15 000 ambulanciers de Unison ont fait grève ce lundi pour la 3e fois en 5 semaines. Dès 7 h du matin, des ambulanciers, des assistants aux soins d'urgence, des techniciens ambulanciers et d'autres membres du personnel de 5 services en Angleterre ont fait grève. Une ambulancière en grève présente près de Telford, dans le Shropshire, a déclaré qu'elle et ses collègues étaient réellement préoccupés par la sécurité publique. Lorsque les gens quittent le NHS en masse, le personnel ne reste pas parce qu'il est désillusionné, ils sont découragés, ils en ont assez de la situation actuelle et il n'y a aucune raison de rester. Les salaires n'augmentent pas au rythme de l'inflation et nos patients en souffrent. Une ambulancière devant la station d'ambulance de Leeds a déclaré qu'elle était en grève pour les soins aux patients. Les patients sont dans les couloirs. Nous attendons dans les couloirs. J'ai moi-même attendu jusqu'à 6 heures. Mes collègues ont attendu jusqu'à 16 heures dans un couloir avec des patients qui ont besoin de soins médicaux urgents. Ce n'est pas juste. Les syndicats ont accusé le gouvernement de ne pas vouloir trouver une solution à ce qui est devenu un conflit de plus en plus âpre au sujet des salaires. On a l'impression que c'est un tour de passe-passe, de prétendre que c'est l'action syndicale qui cause réellement des problèmes dans les soins aux patients. Ces personnes travaillent dans le service, elles utilisent le service. Les familles en dépendent, donc elles connaissent mieux que quiconque l'impact des grèves. Des grèves ont également eu lieu dans certaines parties du pays de Galles lundi. Le syndicat Unite a accusé le gouvernement d'être soit incompétent dans les négociations, soit de vouloir privatiser le NHS. Et la Grèce affirme avoir arrêté 1500 passeurs et empêché environ 260 000 migrants clandestins d'entrer dans le pays en 2022. Le ministre grec de la Sécurité a fait visiter aux ambassadeurs des autres pays de l'Union européenne, ainsi que du Royaume-Uni et de la Suisse, un mur frontalier dans le nord-est du pays. Le mur d'acier de 5 mètres de haut, qui fait face à la Turquie voisine à l'est, s'étend actuellement sur environ 28 km. Il est en train d'être prolongé de 30 km, l'objectif final étant de couvrir la majeure partie des 120 km de frontières. L'Agence européenne pour la gestion des frontières, Frontex, ajoutera 400 gardes-frontières en Grèce à son effectif actuel de 1800 personnes. La Grèce a accusé à plusieurs reprises la Turquie d'instrumentaliser le sort des migrants clandestins, en les encourageant à franchir la frontière pour perturber la Grèce et le reste de l'Union européenne. La Turquie, pour sa part, accuse la Grèce de provoquer des réactions violentes qui mettent en danger la vie des migrants. Et en Espagne, des milliers de personnes ont protesté contre le gouvernement socialiste dans le centre de Madrid au cours du week-end dernier. La manifestation a été soutenue par les partis d'opposition. Selon les chiffres du gouvernement espagnol, environ 30 000 personnes ont rempli la place devant l'hôtel de ville de Madrid. Les organisateurs avancent le chiffre de 700 000 personnes. Le rassemblement a été soutenu par plus de 100 groupes de la société civile pour protester contre des questions qui, selon les manifestants, menacent la constitution espagnole, notamment le séparatisme en Catalogne. Beaucoup ont brandi des drapeaux espagnols et scandé traître et Sanchez démission, en référence au Premier ministre Pedro Sanchez. Faute de majorité parlementaire, Sanchez a été contraint de négocier avec les séparatistes catalans et basques afin de faire passer des lois au Parlement. Les Espagnols voteront lors de l'élection régionale et nationale plus tard dans l'année. Et aux États-Unis, alors que certains États sont aux prises avec la sécheresse, la Maison-Blanche a pour la première fois dans l'histoire fait des ressources en eau un problème de sécurité nationale. Qu'est-ce qui menace l'approvisionnement en eau de l'Amérique? Regardons cela de plus près.
Les intérêts étrangers augmentent leur contrôle sur l'eau américaine. Cela va de pair avec une augmentation des terres agricoles appartenant à des étrangers dans tout le pays. Selon le ministère de l'Agriculture, plus de 37 millions d'hectares de pâturage, de bois et de terres agricoles sont désormais entre les mains de sociétés de nations étrangères. Cela correspond à peu près à la superficie de l'Iowa ou de l'Illinois. Le Canada et certains pays européens sont les plus gros acheteurs, mais la Russie, l'Iran et la Chine figurent également sur la liste. Parmi ceux-ci, les achats de terres agricoles américaines par la Chine ont été multipliés par 25 durant la période 2010 à 2020. Aux États-Unis, les propriétaires fonciers ont souvent le droit d'utiliser, de vendre ou de détourner les ressources en eau. Certains se réjouissent de l'arrivée d'investisseurs étrangers aux poches bien remplies, citant les conduites d'eau publique vieillissantes et le sous-financement du gouvernement. Mais un haut fonctionnaire du département de la gestion des ressources de Californie a fait part de ses inquiétudes à The Epoch Times. Ce fonctionnaire, qui a demandé à ce que son nom ne soit pas utilisé, a déclaré que les investisseurs étrangers manipulent la politique intérieure de manière à privilégier la marchandisation des terres agricoles, au détriment d'éléments tels que l'utilisation durable, la nourriture saine et la qualité de l'eau. De nouvelles recherches suggèrent que la privatisation accrue des services d'eau peut entraîner une hausse des prix au robinet pour les habitants. Et il y a un manque de transparence parmi les compagnies privées de distribution d'eau. Un rapport de 2021 de l'équivalent américain de la Cour des comptes a révélé des lacunes dans les informations, des inexactitudes et des données manquantes sur la propriété de 14 compagnies des eaux cotées en bourse et desservant 33 États. Des marchés à terme de l'eau sont également lancés, permettant aux investisseurs d'acheter des actions sur l'eau. Certains analystes craignent que cela n'entraîne une hausse du coût de la vie, car les prix gonflés du marché pourraient inciter les détenteurs de droits sur l'eau à se regrouper. Une analyse du Conseil national du renseignement a mis en évidence un risque croissant de conflits liés à l'eau et aux migrations, qui pourrait finir par imposer des demandes supplémentaires aux ressources diplomatiques, économiques, humanitaires et militaires des États-Unis. Certains législateurs prennent des mesures. En mai 2022, le député Dan Newhouse a publié une déclaration sur un nouveau projet de loi visant à empêcher la Chine d'acheter des terres agricoles américaines. En juin 2021, le membre du Congrès Chip Roy a introduit des restrictions similaires sur les terres américaines détenues par des Chinois. Il a averti « Les investissements directs chinois dans l'économie américaine constituent une menace majeure pour le mode de vie américain. » Et la Corée du Nord désire augmenter son arsenal nucléaire. La Corée du Sud pourrait-elle rejoindre la liste des pays dotés de l'arme nucléaire? Voici pourquoi certains y sont favorables, alors que d'autres disent que ce n'est pas une bonne idée. Kim Jong-un veut des armes nucléaires plus grandes et plus performantes, appelant à une augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord. Une raison convaincante pour un nombre croissant de Sud-Coréens de croire qu'ils devraient eux aussi posséder des armes nucléaires. C'est très frappant de voir comment le débat est passé d'une discussion marginale à un courant dominant. La Corée du Sud est protégée par le parapluie nucléaire américain. Mais pour certains conservateurs, la promesse de venir en aide à Séoul, y compris en utilisant des armes nucléaires si elle est attaquée, ne suffit plus. Bien sûr, la Corée du Nord ne veut pas que la Corée du Sud ait des armes nucléaires. Maintenant, ils peuvent ignorer notre armée, mais ils seront inquiets si nous avons l'arme nucléaire car nous pouvons fabriquer plus de 4000 armes. Le sondage réalisé par Gallup Korea en septembre dernier a révélé que 55% des personnes interrogées étaient favorables à ce que la Corée du Sud dispose de ses propres armes nucléaires. D'autres sondages montrent un soutien encore plus élevé, mais certains experts affirment que la réalité serait très différente. Mais ce qui est drôle avec les armes nucléaires, c'est que vos armes n'équilibrent pas leurs armes. Et le meilleur exemple auquel je peux penser est de regarder Israël. Israël a des armes nucléaires et il est terrifié à l'idée que l'Iran obtienne des armes nucléaires. Les armes nucléaires d'Israël ne compensent donc pas fondamentalement la menace que représentent les armes nucléaires de l'Iran. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a également évoqué l'idée d'un programme nucléaire la semaine dernière. Dans des remarques adressées à son ministère de la Défense qui ont été reprises par son entourage, Yoon appelle depuis des mois à un renforcement de la dissuasion étendue. Certains conservateurs sont favorables au redéploiement d'armes nucléaires tactiques américaines sur la péninsule. Remettre les armes nucléaires américaines sur la péninsule n'a aucun sens sur le plan militaire. Elles sont actuellement sur des plateformes très difficiles à trouver et à cibler. Et les retirer pour les placer dans un bunker en Corée du Sud, qui est une cible préventive très attrayante pour la Corée du Nord, ce que vous obtenez, c'est une détérioration de votre potentiel militaire. Washington affirme que la dissuasion étendue est solide et que le parapluie nucléaire est intact. Elle souligne également le fait que près de 28 500 soldats américains sont stationnés en permanence sur la péninsule, ce qui pourrait avoir un réel effet de levier.
Et sans transition, la compagnie Shenyun Performing Arts poursuit la tournée européenne de son tout nouveau spectacle. Lors de sa 3e représentation dans la ville suisse de Lausanne, les spectateurs étaient ravis par la beauté et la profondeur du spectacle qui a manifestement atteint son objectif de les transporter au cœur de la culture traditionnelle chinoise. Notre journaliste Ying Huang était sur place pour recueillir leurs témoignages. Mais le spectacle était merveilleux. Donc c'était une sorte de spectacle d'art. J'ai beaucoup aimé ça. C'est exceptionnel. Bon, moi je suis vraiment admiratif des performances des danseurs, des acteurs. Mais c'est justement cette maîtrise, de cette énergie justement qui est déployée, mais tout en maîtrise. Cet équilibre qui est mis en avant dans le spectacle qui est fascinant. Incroyable. Ils font ça vraiment avec une envie de transmettre ce qu'ils pensent, la tradition chinoise, avec une telle force d'âme, je pense, et amour qu'il faudrait l'imiter. Tout le monde, tous les jeunes devraient imiter ça pour transmettre les traditions de chaque peuple au monde entier. Alors j'ai eu des larmes qui sont sorties de mes yeux parce que c'est une émotion vraiment magnifique. C'est enchanteur, c'est complètement différent de tout ce que j'ai pu voir auparavant. C'est très touchant, émouvant, mais de la meilleure façon possible. Ça fait ressortir toutes les bonnes émotions en nous. Voilà, d'essayer de retrouver la tradition chinoise qui a été effacée par M. Mao, ça me semble être une excellente chose. Je trouve fantastique que la troupe essaye de retrouver des racines de traditions anciennes, ancestrales chinoises. Et ce spectacle porte aussi des germes d'espoir pour l'avenir. Absolument, ça m'a touché. Donc, il y avait beaucoup de messages. Chaque pièce, il y avait un message. Et j'ai bien senti ce message. Ce n'est pas seulement la danse. Il y avait un message derrière. Un message d'amour, message de beauté, message de divine avec les scènes de ciel. Donc c'est ça que j'ai pris avec. Porter un message justement d'harmonie, d'équilibre, de douceur. C'est le Dieu que chaque personne peut avoir dans soi-même, qu'il faut le transmettre et le partager avec tout le monde, avec la danse, avec cette tradition. Je pense qu'il s'agit d'un agréable rappel des valeurs du passé, de la façon dont les choses étaient autrefois, de ce à quoi nous aspirions et de ce que nous devrions peut-être rétablir. Je pense que ça apporte des idées de faire penser des choses, de faire penser, donc de ne pas rejeter tous de tradition. Donc moi je suis de l'idée d'aller en arrière, mais d'utiliser cet arrière pour voir dans le futur, pour aller dans le futur. Et on se sent décontracté et heureux. C'est très dynamisant. C'est roboratif, on se sent bien dynamisé par ce spectacle. En fait, je trouve que c'est très apaisant. On ressort très apaisé de ce spectacle. On en prend plein les yeux, comme on dit en français, mais de manière très apaisante. Quelque chose unique. Pour moi, c'est la première fois. Unique au monde, je pense. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprécier. C'est un spectacle qu'il faut le voir, absolument. Depuis le Théâtre de Beaulieu à Lausanne, NTD Actualité. Et la compagnie arrive bientôt dans l'Hexagone. La tournée française de Shenyun débutera du 4 au 8 février prochain à Lyon, avant de continuer pour Tours du 11 au 12 février et du 24 au 25 avril, Nantes du 21 au 22 février ainsi que du 3 au 5 avril, Aix-en-Provence du 24 février au 1er mars, Montpellier du 16 au 21 avril et enfin à Paris du 26 au 30 avril et du 4 au 6 mai. Voilà, à noter aussi que certaines séances affichent déjà complet. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur NTD.